Smart et réglo. Réglo parce qu'on va faire du droit, comme chaque jour, sur ce plateau avec un avocat. Thierry Meillat, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, avocat associé en droit social au cabinet Hogan Lovells. Avant de parler, je dirais, du cadre un peu général, parce qu'on n'est pas non plus en licence de droit à l'université de Nanterre, il y a quand même un point intéressant pour les avocats, c'est ce télétravail qui est en train de, j'allais dire, déréguler le socle du droit. Vous voulez nous parler aujourd'hui du contrôle de l'activité du salarié. Dès qu'on signe un contrat, il y a un rapport de subordination. Commençons par l'actualité. Est-ce que ce télétravail modifie ce rapport de subordination, puisqu'on n'est plus en présentiel dans l'entreprise et qu'il y a une marge de liberté plus grande pour le salarié dans ses déplacements, dans ses choix et dans son autonomie? Est-ce que ça change des choses ? Pratiquement oui. Le cadre juridique en réalité demeure le même, c'est-à-dire, vous le disiez, le droit pour l'employeur de contrôler l'activité de son salarié avec des limites, évidemment, avec la nécessité de consulter les représentants du personnel lorsqu'il y en a, avec l'intervention de l'inspecteur du travail sur les moyens de contrôle. La proportionnalité, mais comme vous le dites très justement, là, en fait, une distension finalement de la relation, puisque le salarié n'est plus dans les locaux. Et avec évidemment des sous-entendus de se dire, est-ce que mon salarié qui n'est plus dans les locaux, est-ce qu'il travaille toujours autant ou est-ce qu'il passerait son temps à faire autre chose? Donc, cadre juridique identique, mais des problématiques nouvelles qui se posent. Il y en a trois, à mon sens, qui, comme vous dites, dérégulent l'échange. La première, d'abord, c'est la définition du lieu de télétravail. Ça semble simple, mais en réalité, ça ne l'est pas tant que ça. Et notamment, il y a eu une tendance que moi, j'ai beaucoup constatée pour certains types de clients. Alors, par exemple, je ne sais pas, dans la mode, dans le marketing, où on a commencé à parler de télétravail nomade. Ce qui a l'air très bien comme ça et très sympa, c'est-à-dire des gens qui disent moi je me déplace, je suis à Berlin, je suis à Paris, je suis à Marseille, donc en fait je télétravaille partout. C'est extrêmement compliqué. C'est très déconseillé parce que ça pose un tas de problèmes. Sur le plan juridique, vous le déconseillez. Sur le plan juridique, parce qu'imaginez le salarié qui a un accident de trajet, qui a un problème avec son équipement, parce que j'y reviendrai sur l'équipement du télétravailleur, dont on ne sait pas exactement où il est, s'il est à l'étranger, par exemple. Ça pose des problèmes, par exemple, en matière d'assurance maladie. Bien sûr. Et donc, gros point de difficulté qu'il faut définir dès le départ, avec les représentants du personnel ou avec la charte de mise en place du télétravail dans l'entreprise. Mais ça, c'est le premier point, à déconseiller le télétravail nomade. Sauf cas très particulier, évidemment. Juste un mot pour pouvoir la parenthèse et la fermer. Le problème du matériel d'un télétravailleur qui se trouve à Berlin, qui se trouve à Londres, qui se trouve à New York, c'est qu'il peut aussi utiliser les problèmes de connexion pour pouvoir se faire autre chose. Et oui. Non, mais pour l'employeur, là, je me mets côté employeur. Pour l'employeur. Alors, il y a toujours une tolérance qui a été mise en place par la jurisprudence, le droit au respect de la vie privée qui existe déjà sur le travail, donc on ne voit pas pourquoi il n'existerait pas quand on télétravaille, mais il faut que ce soit raisonnable, il faut que ça soit proportionné, ouais. Et en fait, ça nous conduit au deuxième sujet, qui est celui de l'équipement. Peu de personnes le savent, mais l'employeur doit pouvoir contrôler l'équipement et la conformité de l'équipement que le télétravailleur utilise chez lui. Ce qui veut dire, en pratique, un droit de visite. Parlons très concrètement. Toc, 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 montrez-moi votre ordinateur. Alors là encore, le salarié va dire non mais attendez, c'est chez moi. C'est chez moi, vous allez passer par mon salon pour aller à mon bureau pour contrôler. Alors la réponse est de l'employeur a le droit, mais évidemment il faut que ce soit encadré. Donc là encore, on retombe dans la charte de télétravail, l'accord collectif de télétravail mis en place dans l'entreprise. Mais il faut savoir que l'employeur a le droit. Et alors on me dit toujours oui, mais quelle est la sanction si le salarié refuse? Probablement c'est la fin du télétravail. Tu reviens sur ton lieu de travail. Oui, alors évidemment on est en période exceptionnelle, mais quand on va en sortir, ça sera le point. Alors ça c'est le... Thierry, il y a peut-être moyen de s'arranger dans le sens où on peut aller dans un espace, un lieu tiers ou un lieu dédié, coworking par exemple, et dire on vient visiter ton travail ou ton ordinateur. Oui, mais il faut savoir si les branchements sont bien, si les connexions... Oui, il y a quand même des débats techniques. C'est des histoires de connexion électrique. Hein. Il y a des choses très très basiques avec le télétravail. Et en plus, c'est la responsabilité de l'employeur. Si le salarié s'électrocute, ça va être la responsabilité de l'employeur si c'est pendant les heures de travail. C'est un peu comme pour le débat sur la crise économique. Vous, les avocats, vous avez déjà un début de conflit sur ces sujets-là, ou vous les pressentez? Non, il y a quand même déjà des problèmes de salariés qui, justement, ne veulent pas donner d'informations. On commence à avoir des difficultés. C'est-à-dire que vous avez des salariés qui sont dans une trop grande autonomie aux yeux de l'employeur. Exactement. Et donc qui viennent un petit peu distendre ce rapport de subordination. Et pour ne pas donner une fausse impression, c'est très exceptionnel. Hein. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que les salariés qui ne jouent pas le jeu
sont il y très en a, minoritaires. mais ça crée de vrais sujets, parce que c'est très difficile, en fait, juridiquement. Le rapport de subordination, d'un point de vue juridique, il permet à l'employeur d'exercer un contrôle sur le salarié. Tout à fait. De quel type? Parce qu'il y a évidemment tout ce qu'on a déjà évoqué sur ce plateau, les entretiens annuels, les entretiens. Tout à fait. Comment ça se passe, ça aussi? Parce qu'on ne peut pas voir le travail. On voit évidemment le résultat du travail, mais on ne voit pas ce qu'il fait vraiment. Et là aussi, c'est un droit en création, et vraiment, Bah oui. on en est au tout début, parce que ce qu'on sait, c'est ce que l'employeur ne peut pas faire. C'est-à-dire de mettre en place des systèmes intrusifs. Le contrôle. Alors, il y en a deux notamment sur lesquels la CNIL s'est prononcée l'année dernière. C'est d'abord ce qu'on appelle les keylogs, c'est-à-dire le fait de détecter le simple fait que le salarié est en train de taper sur son clavier pour savoir qu'il est en train de travailler. Et en plus, ça permet des contrôles de productivité dans certains cas. Bien sûr. Voilà. Combien de temps il a mis les mains sur le clavier? Exactement. Et à partir de quand jusqu'à quand? C'est interdit. C'est trop intrusif. Filmer le salarié en permanence. La question s'est posée. Tu arrives sur ton poste de travail, la petite caméra s'allume, je filme. Et tu es en visio tout le temps? Je suis interdit. La CNIL a dit, c'est trop intrusif. Évidemment, on peut faire des zooms, hein. C'est pas la question, mais c'est autre chose. Non, mais c'est pas être filmé en permanence. Exactement. Zoom, on allume et on mais éteint. ce qui est normal d'ailleurs, parce que la vidéosurveillance, c'est des principes qui ont déjà été dégagés depuis longtemps. On peut pas filmer un salarié en permanence sur le lieu de travail, même quand on est dans des endroits un peu particuliers. Donc Même sur son lieu de travail, d'ailleurs. Pourquoi chez lui? Bah oui. En fait, il y a quand même. Il y a quand même cette tentation chez l'employeur de se dire, bon, j'ai quand même envie de surveiller. Alors même si effectivement on évolue, mais en tout cas j'ai envie de surveiller. Alors effectivement souvent des employeurs vont pas employer des moyens détournés en organisant des réunions impromptues ou des choses comme ça. Là c'est différent, on est dans la zone grise on va dire. Mais en tout cas il y a quand même des systèmes intrusifs qui sont interdits. Donc j'aurais tendance à dire qu'on est dans le système habituel, sauf que ne perdons pas de vue, parce que je parle des systèmes intrusifs, mais il y a des systèmes dont on peut se poser la question. Vous savez que maintenant il y a des logiciels de productivité. Alors par exemple un logiciel, et alors j'ai été interrogé là-dessus par un client, Microsoft 365. Si vous le mettez dans un cadre professionnel, vous avez des fonctionnalités possibles qui sont des fonctionnalités de productivité. Tout simplement Microsoft 365. Voilà, qui vous permettent en fait de savoir très exactement ce qu'ont en train de faire vos salariés, comment ils travaillent, à quelle vitesse, etc. C'est pas interdit en soi. Il faut consulter le comité d'entreprise. Après, l'inspecteur du travail dira si c'est proportionnel. Et puis il faut le savoir. Et c'est tout le problème. Permettez-moi de le dire, je ne savais pas. Je ne vais pas, mais le client en question m'interrogeait parce que le comité d'entreprise, le comité social économique, l'avait saisi en lui disant mais est-ce que vous savez qu'il y a des fonctionnalités? Même lui peut-être ne savait pas. Et en fait la société m'appelait pour me dire mais je ne savais pas, heureusement ils ne les avaient pas activés. Mais il suffit de cliquer et passer en vert. C'est quand on prend l'abonnement en fait, au logiciel, en fait, après, on paye en fait. Ça veut dire que même le créateur de logiciel a intégré dans son concept. Et évidemment, vous imaginez bien que des gens comme Microsoft ou comme Google savent très bien que c'est un marché gigantesque. Et donc en fait, tout ça est en route. Donc on est en train de construire le droit. C'est très intéressant d'ailleurs parce qu'on passe à autre chose. Vous reviendrez nous le dire parce que quand vous dites construire le droit, c'est-à-dire que c'est un droit qui est en train de vivre. Il est vivant ce droit et il va devoir s'adapter à tout ça. Et il va se construire, à mon avis, depuis l'entreprise et il va remonter. Et comme souvent, le législateur, vous verrez, va être un petit peu en retard. Oui, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Comme souvent, puisqu'il bâtira sur la jurisprudence et sur des cas. Et les entreprises sont vraiment en train de créer le droit. C'est très intéressant, c'est passionnant d'ailleurs. Mais j'allais vous le dire, ce que vous nous dites est passionnant et un peu envoûtant d'ailleurs, parce qu'on a envie de savoir comment tout ça va évoluer. Au croisement de la technologie, on est au croisement de la liberté individuelle, de la technologie. Et de la machine qui est en train de... C'est tellement sympa à la base, le télétravail, on se rend compte que quand on creuse, ça pose quand même plein de questions. Donc, vigilance. Merci Thierry Meillat d'être venu. Vous êtes avocat spécialiste en droit social chez Hogan Lovells. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous revenez quand vous voulez parce qu'avec vous, on va comme ça faire vivre le droit. On va le prendre par la main, on va le suivre. Voilà, comme sur le chemin, comme sur un chemin. Merci en tout cas d'être venu. Restez avec moi quelques secondes encore. On fait une petite pause café, ça va vous intéresser. Peut-être que vous avez des clients qui vous disent moi, je ne voyage plus, c'est fini, le Covid. Finalement, je fais un voyage immobile en visio, je peux parler à mes clients, mais malheureusement, plus de voyage. Tout ça a des incidences, évidemment. Est-ce que c'est inéluctable? Pas sûr. Eva Ben Saadi nous explique tout et c'est la pause café.